Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Otep Serge Balok. C'est Matawi. Et bienvenue une fois de plus sur Kepri TV. Merci, Les c'est moi qui vous remercie. Oui, merci beaucoup. Les éditions Kepri TV, où nous nous sommes donnés pour mission ou pour objectif d'informer, de chercher des chercheurs ou des savants africains qui peuvent apporter de la nouveauté sur des thématiques, des réponses que la jeunesse africaine ou que les Africains de façon générale, des questions qui peuvent se poser en vue de quelles sont les projections, comment construire une nouvelle Afrique en s'appuyant sur des éléments que ce soit du passé, des éléments actuels apportés par d'autres civilisations et même des éléments qu'on pourrait aller chercher dans des avenirs proches ou lointains. Donc, notre thématique d'aujourd'hui porte sur les stades de manifestation de la vie dans le multi-espace de vie africain. Ok. Donc, nous voulons aborder avec vous la question de la constitution de l'astral ou multi-espace de vie. D'abord, nous voulons nous pencher sur votre formation, celle-là que nous pensons qui a fait de vous un homme averti de la culture kamite ou noire ou africaine. Donc, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous, Serge Balok? Déjà, je suis heureux que vous me posez comme étant un savant. Je suis très heureux que vous pensiez que je sois averti, un homme averti de la culture kamite. Qui suis-je? Je me définis comme une personne qui a eu un double parcours. Déjà, un parcours académique, c'est l'école de l'homme blanc. J'ai été à cette école-là et j'ai parcouru tous les cycles de cette école et j'ai fini l'école de l'homme blanc. Et parallèlement, j'avais engagé de suivre un autre processus, un processus parallèle qui était l'école africaine. Et j'ai eu la chance que je sois né dans une communauté primaire et à l'époque, il y avait encore des patriarches respectables qui n'étaient pas assis sur deux chaises, ne jouaient pas avec deux cultures, la culture africaine et la culture occidentale, telle qu'on le voit aujourd'hui. Et dans cette communauté primaire, on a l'habitude d'hériter, dans la tradition, d'hériter la fonction de patriarche. Mais il y a aussi des gens qui achètent la fonction de patriarche. Mais il y a un troisième type de personnes qui deviennent des patriarches de par la naissance. Je pense que c'est ce qui est arrivé parce que je me rappelle encore, ces personnes-là sont identifiées par des patriarches de façon particulière. Lorsque nous allions au village, il y avait des patriarches qui avaient l'habitude, lorsque je me présentais, de prendre le barbe et de frotter au-dessus de mon crâne. C'était une façon de choisir déjà que celui-ci va suivre ce chemin-là. Wow. Et par la suite, ah oui, c'était une façon de choisir. Et par la suite, on est arrivé à un niveau où je peux ce qu'on appelle dans cette société primaire-là, Hilun. Hilun, c'est une confrérie. C'est comme les griots, le vet. Et là-dedans, il y a les Mouloum, donc celui qui chante la guitare. Ouais. C'est le griot, c'est le chanteur du vet. Et la particularité de ces gens-là, c'est qu'ils passent toute leur vie à chanter. Mais il y a d'autres personnes qui font partie de cette confrérie, qui n'est pas localisée quelque part, elle n'est pas structurée. Voyez-vous, elle n'est pas structurée. Mais il y a des gens qui font partie de ce groupe-là. Peut-être le mot confrérie est un peu exagéré, qui font partie de ce groupe. Et leur particularité, c'est qu'ils peuvent saisir, écouter des chants qui viennent de l'autre côté. Donc, ils ont des chants qu'ils ont l'habitude d'exécuter et ils sont des chants généralement qu'ils entendent de l'autre côté.
Je peux dormir, je me réveille à 5 heures du matin avec un chant et puis rapidement je prends mon téléphone et je l'enregistre pour que je ne le perds pas. Et au courant de la journée, je peux le mimer plusieurs fois. Donc, le parcours que j'ai eu de façon naturelle est un parcours qui s'assimile à un chanteur de vedette, à un griot, comme on dit dans la partie ouest de notre continent, à un griot. Et généralement, ces personnes-là arrivent à ce statut, surtout dans le vedette, lorsqu'ils ont écouté la voix de Eyo. Il faut avoir écouté la voix de Eyo pour arriver maintenant à ce statut. Ok. Et Donc, après avoir écouté donc cette voix de Eyo, il y a donc tout un ensemble de préparations qui vont se faire. Un ensemble de préparations qui vont se faire et qui vont conduire l'être sur une certaine voie. ok. Donc, disons donc que votre parcours, il est double. Oui, c'est C'est-à-dire un à parcours l'école, de l'homme blanc. l'école de l'homme blanc. Vous pouvez déjà nous préciser, vous avez poursuivi vos études dans quelle filière, dans quelle spécialité? J'ai eu un baccalauréat D, option maths et sciences de la nature. Ouais. Je suis allé faire histoire à l'université, ce qui est vraiment paradoxal. Donc, je suis parti faire les sciences sociales hein, jusqu'à terminer les diplômes que cette école-là me proposait. Donc, je suis historien, mais ayant une formation scientifique. Et la rigueur de la formation scientifique m'a amené à avoir une autre perception des choses, un autre niveau d'analyse et de compréhension des phénomènes. Et j'ai toujours eu ce souci-là de démontrer et en suivant un raisonnement scientifique. Ok. Mais sauf que dans l'autre pan, dans l'autre parcours, Oui. vous nous parlez de la voix de Eyo. Oui. La voix de Eyo, c'est quoi? Vous avez parlé de Eyo, du VET. Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est une note musicale? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous entendez par là? La voix de Eyo, c'est la voix du créateur dans le VET. Il faut avoir joué le VET longtemps pour pouvoir avoir la chance. Ce n'est pas tous les chanteurs du VET qui ont la chance de l'écouter. Le premier à écouter cette voix était dans une situation de coma initiatique au Yono. Ata Ngom au Yono. Il était dans un état de coma initiatique. Et c'est au cours de ce coma-là qu'il suit la voix de Eyo. Et la tradition dit même qu'il est le premier véritable chanteur du VET. Donc, lorsque vous avez écouté la voix de Eyo, et je prends, le parcours n'est pas le même chez tout le monde. Dans mon cas, par exemple, lorsque j'ai écouté la voix de Eyo, et immédiatement, il se produit une sorte d'éveil à l'intérieur de vous. Et la voix de Eyo vous demande maintenant de parcourir le territoire. Quand je dis le territoire, ce n'est pas limité. Il fallait parcourir un ensemble de localités, subir des initiations dans la forêt, mais ces personnes que vous allez rencontrer sont déjà averties de votre avenir. Et il fallait aussi aller dans les lieux sacrés, dormir, prier, afin que ceux-là qui habitaient ces espaces de vie consacrés puissent s'ouvrir à vous pour vous donner leur savoir. Et immédiatement, on se rend compte qu'il y a une grande différence entre ce que nous pensons savoir de notre continent et ce que les esprits dans les espaces de vie consacrés nous disent de ce que c'est que notre continent. À ce moment-là, nous sommes comme des étrangers sur notre propre terre. Pourquoi des étrangers? Parce que on n'a pas pris le soin dans l'initiation de se balader. Si je vous prends un cas, si vous lisez la geste du Mali, là où on parle de Wakamisoko, Wakamisoko, c'est un griot qui a eu à débiter des textes qui ont permis de reconstituer une grande partie de l'histoire du Mali. Lorsqu'il vous raconte son parcours initiatique, c'est
vraiment la formation. Et aujourd'hui, beaucoup de griots ou beaucoup de ceux-là qui sont censés être des patriarches ne voyagent plus pour acquérir en des lieux ce savoir-là. L'un des derniers maîtres que moi j'ai connu dans ce carré colonial en Afrique centrale, c'était le prince Dika Akwanya Bounambela, prince de Bonakou. Vous voyez ça dans le canton Akwa. Il a été l'une des dernières personnes. Et dans ses écrits, on n'arrivait pas vraiment à saisir qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. Ce qui fait que ses écrits sont très peu exploités. Il était un scientifique, un docteur en anthropologie. Ses écrits sont très peu exploités dans le domaine académique. On les met toujours de côté. Et on veut réciter ce que l'autre a dit, celui qui a traversé les mers, ce qu'il a dit, parce que c'est ce qu'il a dit qui est vérité. Et on ne va pas au fond, dans nos espaces sacrés, interroger les esprits qui y sont. Qui sommes-nous? Qui sont-ils? Quel est le savoir multiséculaire ou millénaire qui détiennent? Est-ce que nous sommes encore dignes aujourd'hui d'entrer en possession de ce savoir-là? Donc, quelque part, je m'excuse pour ce que je vais dire, les grands initiés sont morts. Bon, nous relevons donc dans votre démarche un acquis d'outils scientifiques. Oui. Un outil scientifique acquis à l'école de l'homme blanc. Oui. Mais nous relevons aussi de l'autre côté un acquis, on va dire, pratique lié à la recherche que vous avez eu à faire en allant dans ces que vous appelez espaces consacrés. Oui, espace de vie consacré. Espace de vie consacré. Déjà, quand vous dites espace de vie consacré, c'est quoi? Les espaces de vie consacrés, ce sont des espaces où vivent des êtres spirituels, nos lieux sacrés, Okay. nos grottes. Il y a des familles et des familles qui y vivent, nos rivières, nos lacs, nos montagnes. Il y a des catégories et des catégories d'esprits qui y vivent. Ces espaces-là ont été consacrés par le divin. Donc, nous partageons l'espace physique avec des gens que nous ne voyons pas, avec des gens que nous ignorons. Et nous pensons que nous pouvons gérer notre existence en continuant à les ignorer. Parce qu'il y a une prétendue révélation qui a traversé la mer et qui nous a dit que la vérité se situerait de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de la mer. Okay. Vous voyez? Donc grâce aux outils scientifiques que vous maîtrisez, nous relevons que vous arrivez à théoriser la connaissance ésotérique africaine. Oui. Parce que lors d'une de nos précédentes productions, nous avons parlé du Kenda Mwindi. Oui. Bon, maintenant, une question, quelle est la structuration qu'on peut avoir, ou que vous donnez, ou que vous pouvez, quelle est votre expérience de la structuration de l'astral? Ce que Voilà. les autres ont appelé astral. Parce Oui. que je ne pense pas que dans notre contexte, ce mot aussi. Voilà. Les autres disaient astral. Mais vous savez, le Kenda Mwindi est un art spirituel qui a sa vision des choses, qui a son lexique. Vous voyez cela. Et qui a sa démarche méthodologique. Donc, eux disaient astral, c'est un peu, on peut dire, stade de manifestation de la vie. C'est ce qu'eux appellent astral, stade de manifestation de la vie. Pour vous faire comprendre la base de notre conception de ces stades-là, visualisez par exemple un cercle que vous tracez. Okay. Il y a un point, d'accord? Définissez un secteur angulaire sur ce cercle-là, comme si vous avez un camembert en mathématiques, Oui. et vous découpez un secteur angulaire. Cela veut dire deux segments de droite qui quittent du centre, se dirigeant au niveau de la circonférence du cercle en 2 points. Vous avez défini là un secteur angulaire. Maintenant, comment doit être votre conception? Dites-vous que ce secteur angulaire-là, c'est notre astral. Vous voyez cela. Donc cela veut dire que tout le reste là, c'est l'astral des autres. Vous voyez. Mais
chacun a donc son gâteau dans cet astral-là. Et personne ne peut venir dire à l'autre que c'est ce qu'il pense de l'astral qui est la vérité. Chacun a sa conception de la vérité. Et cette vérité est vraie pour lui. Et s'il sort de ce cadre, de ce secteur angulaire, sa vérité devient fausse pour les autres. Vous voyez cela. Donc vous ne pouvez donc pas sortir de votre secteur angulaire et avoir la prétention d'apporter Dieu aux autres. Cela ne se conçoit pas ici. Maintenant, le point central de notre cercle, appelons ça la source. Donc, si l'Asiatique vient définir sa partie du camembert, si l'Européen vient définir sa partie du camembert, ainsi de suite, nous aurons quelque chose de commun. Nous partageons la même source. Ok. Donc, personne ne peut avoir la prétention d'avoir fabriqué Dieu et de l'avoir enregistré à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Vous comprenez là? Ouais. Donc, chacun a un morceau de Dieu. Peut-être, si on se rassemble nous tous autour d'une table, nous pouvons apporter chacun son morceau de Dieu et avoir l'entièreté du Dieu. Donc, mon discours sur le Kendam Nwandi n'a pas la prétention d'être le discours sur la connaissance totale de ce que c'est que l'astral ou les stades de manifestation de la vie dans notre multi-espace de vie. Vous voyez cela? Oui, mais là, vous avez parlé de stade. Oui. Donc, ça suppose qu'il y a une organisation. Parce que quand on dit stade, un ensemble d'étapes. D'étapes, exactement. Et c'est quoi ces étapes? Quelles sont ces Voilà. Si vous partez du centre, c'est la source de toutes choses. Ouais. Maintenant, vous devez comprendre qu'automatiquement, la lumière qui est issue de la source se propage vers les périphéries, vers la périphérie de notre camembert. Vous voyez cela. Et c'est comme ça dans chaque camembert. Chez les Occidentaux, dans leur segment, chez les Arabes, dans leur segment, et ainsi de suite. Donc, un peu comme la diffusion de la lumière dans un prisme. Exactement. Bon, maintenant, ce déploiement de la lumière du centre de notre espace que nous avons défini vers la périphérie, ce déploiement-là se fait en 3 grands stades. La lumière connaît 3 grands mouvements vibratoires. Du centre du cercle à une certaine distance, nous avons le premier stade, qui est le stade de diffusion de la lumière. De fusion, je veux dire. Le stade de fusion de la lumière. La lumière est blanche. D'accord? Et là, dans ce stade-là, c'est encore segmenté à l'intérieur en 3. Maintenant, là où ce stade-là finit, pour que le second stade commence, il y a comme une zone de discontinuité qui fait que la nature vibratoire de la lumière avant et après n'est pas la même. Donc il y a une zone de frontière, comme une discontinuité de Mobo en sciences naturelles, quand on étudie le phénomène du volcanisme. Vous voyez cela. Donc une fois que vous avez franchi cette discontinuité que j'appelle la ventouse supérieure, d'accord, vous êtes déjà dans le deuxième stade, qui est le stade de diffusion de la lumière. Et ici, la lumière blanche se segmente en 9 rayons qui sont diffusés dans cet espace-là. Maintenant, jusqu'à une certaine distance, vous allez encore rencontrer une autre deuxième discontinuité, qui est la ventouse inférieure. La première ventouse est supérieure. La deuxième est inférieure. Et la nature de la vibration de la lumière avant et après cette ventouse n'est pas la même. Donc, après cette ventouse, donc, le troisième stade, c'est le stade de la consolidation de la lumière. Donc, on commence à voir déjà la lumière qui prend la forme de la matière. Et au fur et à mesure que vous allez donc vous éloigner, la consolidation sera importante au point d'aboutir donc à la matière connue. Donc la matière en elle-même, ce n'est que de la lumière consolidée. Wow. Et laquelle lumière est issue d'un phénomène assez magique d'irradiation des ténèbres. Ok, vous avez parlé d'un phénomène de la fusion, la diffusion, et puis la consolidation. Consolidation de la lumière. Ok.
Bon, mais maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mots ou d'autres thèmes ou d'autres expressions qui pourraient être utilisées pour expliquer cette structuration de l'astral? Vous savez, dans la connaissance, il y a ce qu'on donne au peuple et ce qu'on donne aux hommes d'un certain âge. Donc, ça suppose qu'il y ait, il y a matière à chercher, il y a Oui, matière il à y a creuser. matière à chercher. La recherche ne finit pas. Ok, ok. Bon, donc intéressons-nous un peu au stade de fusion de la lumière dont vous avez parlé. Oui, Que pouvez-vous nous dire à propos? voilà. Ouais, Je vous ai dit que de la source à une certaine distance, ouais. jusqu'à la frontière de la ventouse supérieure, c'est le stade de fusion de la lumière. Dans ce stade-là, il y a 3 sous-stades. Et à chaque sous-stade vivent des êtres de lumière. C'est ça qu'on appelle le stade exclusif de la lumière, le stade le plus élevé. Donc, quels sont les 3 sous-stades? Le premier, en quittant de la source, c'est le Awa ou le Yere-Yeriti. Il n'est pas donné à un homme qui a été là-bas de dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'est pas donné, c'est totalement interdit. L'homme qui ouvre sa bouche se voit retirer la parole pour l'éternité. Il ne pourra plus s'exprimer. Donc, laissons cette partie. La deuxième sous-partie est constituée d'un ensemble de domaines de régence qui sont au nombre de 9 domaines de régence. Dans une certaine culture, on parle de l'univers de 9 domaines. Ce sont les 9 champs de force de Dieu. Le champ de l'avènement de la magie par les eaux, le champ de l'avènement de l'irradiation et de l'illumination des êtres, le champ de la parole divine psalmodiée, le champ de la création divine, le champ de la clairvoyance divine, le champ du fuseau ardent primordial, le champ de la seigneurie, le champ des états primordiaux de Dieu, et enfin, la force forte de toute chose, qui vainc toute chose solide et pénètre toute chose subtile. Donc, l'initié du Kenda Mwandi se doit de vénérer ces 9 champs de force de Dieu. Et on les vénère à travers un chant initiatique qui est votre générique. Ah, ok. Amandemba, Amandemba, Mandemba, Mandemba, Amandemba, Amandemba, Mandemba, Mandemba, Amandemba, 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 Amandemba. Vous voyez ça? Ouais. Et maintenant, le dernier sous-stade, lui aussi, on ne va pas beaucoup préciser, parce que là-bas, c'est les principes cosmiques qui y résident. Mais quelque chose d'assez intéressant, c'est là-bas qu'on rencontre les anges noirs. Wow. Oui, les anges noirs. Vous savez, Marcus Garvey avait créé à son époque l'African Orthodox Church. L'African Orthodox Church. Et là, le chef de cette église-là était un Africain qui était spécialiste de l'égyptologie. Et dans la doctrine de cette église-là, on enseignait que les anges sont noirs et les démons sont blancs. Mais je laisse l'aspect, les démons sont blancs, mais les anges sont noirs. C'était une révolution. Je ne sais pas s'il avait connaissance de cet espace, mais il y a un espace où les anges sont noirs. Et la particularité de ces anges-là, ils sont d'une beauté physique au point où vraiment, quand vous les voyez, vous comprenez la beauté de notre race. L'homme noir est l'expression du paroxysme de la beauté divine. Voilà par exemple les 3 sous-stades du stade de la fusion de la lumière. Mais il y a à chaque sous-stade là des espaces où des êtres et des êtres vivent.
jouant des fonctions particulières. Ok, merci Serge Balog. Nous pensions tirer sûrement un jour des éléments de cette structuration de l'astral ou du multi-espace de vie que vous nous donnez, Oui. nous en tant qu'Africains, et nous pensons que cela va nous permettre un peu comme j'aime souvent le dire, de résoudre nos problèmes du quotidien. Parce qu'il faut de résoudre nos problèmes du quotidien, d'améliorer notre environnement et tout. Donc, merci encore pour cette séance. C'est moi Et qui vous remercie. très prochainement sur les éditions Kepri TV. Merci. Akandemba, akandemba, eh. Akandemba, akandemba, eh. Akandemba, akandemba, eh.